Dans l'aviation, s'il y a bien une chose sur laquelle on peut être certain, c'est que généralement, quand on a une nouvelle machine, on a de nouvelles procédures, on essaye d'imaginer tous les cas possibles, de mettre en place des formations, et c'est toujours le petit détail que l'on n'a pas vu venir qui va nous coûter cher. Et je vous mets dans le mille. Aujourd'hui, on va parler de comment un A400M de l'armée de l'air et de l'espace a détruit son moteur gauche lors, accrochez-vous bien, d'une marche arrière de 150 mètres avec aucun pistard, aucun personnel de piste autour, le tout sur une base à l'autre bout du monde, en Australie. Ça vous paraît un petit peu gros, absence de personnel au sol, marche arrière de plus de 150 mètres avec en plus une pente, et accrochez-vous bien, une limitation qui dit que vous n'avez pas le droit de faire plus de 2 minutes de marche arrière, c'est pas pratique hein, quand il y a une grande distance à faire, et forcément, vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par les caméras de recul. Non, je déconne. Ils se sont dit, pour une raison qui n'est même pas évoquée en fait dans le compte-rendu, qu'on n'allait pas mettre de caméra pour faire des marches arrière de 150 mètres sur des avions à plus de 100 millions d'euros. Jingle. Et comme vous le savez, dans l'aviation, il faut parler anglais. Vous avez peut-être envie de progresser en anglais, la langue de l'aéronautique, mais également la langue qui vous permet de vous faire comprendre partout sur Terre. Moi, j'ai testé la méthode qui fonctionne, je pense, le mieux en 2025, c'est Anglify. Honnêtement, j'ai été bluffé. Vous allez avoir un coach dédié, c'est un enseignant certifié qui va être là pour vous, avec un parcours qui va être personnalisé à 100%. Alors moi j'ai eu la chance de tester avec Déborah, qui habite en France mais qui nous vient du Brésil et qui a un accent parfait. So hello everyone. Hi, I'm so happy to be talking to all of you, Tate's followers. And you see, like, this kind of conversation we're having right now, it's a very natural one. We're talking about our lives and we're getting to know each other better. Like, this is usually how the first lesson goes, which is what we call a diagnostic lesson. We can have breakfast together if that's the case, depending on the time of the lessons. And I just want to make them feel comfortable. That's the goal. Vous allez pouvoir construire votre programme sur mesure, fonction de votre niveau, mais surtout de vos objectifs, de votre emploi du temps. Et en plus, vous allez pouvoir choisir votre coach parmi deux profils. Du coup, chaque semaine, vous allez avoir accès à des cours individuels, mais également à des ateliers collectifs si vous le souhaitez. Et ce qui est génial, c'est que c'est vivant, c'est concret. Et en plus de tout cela, les formations certifiantes proposées par Anglify sont éligibles au CPF. Donc si vous avez envie de passer un cap, de vous remettre en anglais de manière motivante, accompagné, avec des vraies personnes en face de vous, prenez rendez-vous de manière gratuite et sans engagement avec un conseiller de chez Anglify. We at Anglify would be so happy to welcome you and help you improve your English skills. And please reach out to us and we'll be happy to help you in this learning journey. Speak safe, speak English. Le lien est en description. Roger, ball. Si vous m'avez trouvé un petit peu violent dans l'entrée en matière, c'est parce qu'il y a une constante, c'est que la nouvelle génération croit toujours qu'elle est plus intelligente que la génération d'avant. Et on se rend compte que c'est toujours sur les basiques, sur les choses de base que l'on va se faire avoir. Et alors qu'on a un magnifique avion d'ultra haute technologie, l'A400M, accrochez-vous bien, c'est sur une longue marche arrière que l'on l'abîme, notre premier fleuron de la flotte. C'est quand même pas banal, surtout pour un aéronef qui fait des posées d'assaut, qui a fait du combat, qui a fait plein de choses ultra compliquées. Et non, c'est une marche arrière qui va vous le mettre HS. Et quand je dis qu'il va vous le mettre HS, il faut bien comprendre que quand un avion comme ça est accidenté, c'est vous, en tant que citoyen, qui êtes impacté, c'est notre capacité souveraine de protection. Et si vous êtes mécanicien, si vous êtes pilote, si vous travaillez dans la BITD, il faut avoir conscience que la qualité de votre service rendu a un impact direct, surtout au vu de notre format actuel d'armée, qui n'a jamais été aussi petit, sur nos capacités de défense et également directement sur notre capacité à dissuader de manière conventionnelle un adversaire potentiel. Nous sommes le 1er août 2024. Il est 12h16 local sur la Royal Australian Air Force Base de Darwin. Vous avez peut-être vu le film où Darwin était attaqué pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien oui, Darwin a été créé le 1er juin 1940
103 pieds d'altitude, c'est pas très haut, hein, c'est même plutôt très bas. Vous avez une piste de 3354 mètres. Dans le désert, il faut des pistes longues à cause des performances. Et vous avez une autre piste de 1500 mètres plus petite. Toute la partie sud du terrain est militaire, et la partie nord est civile. En 1941, lors du retrait des Philippines, les Américains, la 5e Air Force, a utilisé cette base et ils ont été bombardés 2 fois en février 1942 par les Japonais. En août 1944, il y avait des B-24 américains qui décollaient depuis cette base. Et en 1975, une autre utilité, notamment pour les avions de transport étatiques, a été mise en avant lors du cyclone Tracy, le plus grand pont aérien de l'histoire de l'Australie a été effectué depuis ce terrain avec l'évacuation de quasi toute la population dans le coin. Maintenant qu'on a dit ça, notre aéronef du jour, c'est le Fox Romeo BAW, bow. Et il y a un petit jeu de mots, parce que to bow en anglais, c'est s'incliner. Et on va voir que notre A400M du jour, il va faire quelque chose comme ça. Donc ça, c'était pas les Français, c'était plus tard, et on voit d'ailleurs que le retour d'expérience du 1er août 24 n'a pas servi aux autres utilisateurs d'A400M apparemment. Toujours est-il, c'est l'opération Pégase 24 et donc un déploiement de moyens militaires, que ce soit d'avions de chasse, d'aviation stratégique ou d'aviation tactique à l'autre bout du monde. Tout ce petit monde va participer à Pitchback 24. Pitchback 24, c'est un exercice organisé par les Australiens qui dure 3 semaines, regroupe 20 nations et 140 aéronefs. Alors, à la base, nos A400M ne devaient pas être basés là. Devait être basé beaucoup plus loin, mais tellement loin qu'il n'aurait pas pu participer à la partie tactique. Et comme la A400M a des capacités tactiques, il y a eu un peu de forcing pour qu'ils viennent être basés sur la base de Darwin. Et on leur a trouvé une zone où les garer, parce que c'est bien d'avoir des bases, c'est mieux d'avoir du parking. Et ils se sont dit, vous allez utiliser un taxiway. Et le premier jour, ils ont été accompagnés par un TRACMA qui leur a permis de faire la marche arrière. Ensuite, comme ça a quand même pas mal de contraintes, les équipages ont dit « vous inquiétez pas, t'inquiète, nous on va faire la marche arrière parce que notre A400M nous permet de le faire ». Et on va revenir avec détail sur cette fameuse marche arrière. Mais notre équipage, il appartient au 161 Touraine. Si vous êtes comme moi, vous n'y connaissez pas grand-chose aux escadrons de transport, donc on va essayer d'y voir un tout petit peu plus clair. En France, on a la 61e escadre qui est basée à Orléans depuis 2015. Avant ça, elle a été créée de 46 à 96. Et dans cette 61e escadre, vous avez le 361 Poitou, 61 c'est pour l'escadre, qui fait la brigade des forces spéciales avec ses 130, Twin Otter, A400M. Vous avez le 161 Touraine, dont on parle, le 461 Béarn, dont je peux dire que du bien parce que ma femme vient du Béarn et c'est là qu'on s'est mariés. Et on a également le 261 Franche-Comté qui lui fait du C130. Notre A400M, c'est quand même un bébé de 141 tonnes qui peut prendre 50 tonnes de fuel et qui a une masse maxi à l'atterrissage de 123 tonnes. 4 TP400, 11 000 chevaux à chaque fois, c'est quand même absolument monstrueux. Et la base d'Orléans, c'est la BA 1, 2, 3, que Michael Jackson adore. Son petit nom, c'est Charles Paoli. Chaque base de l'armée de l'air a un petit nom, un nom de baptême, qui vient en fait d'un ancien qui s'est illustré. Et le commandant Charles Paoli, eh bien lui, il a fait partie des forces aériennes françaises libres. Il a combattu des missions de guerre sur bombardier. Et après, derrière, il était perdu en Indochine en 1951 lors d'une mission de bombardement. Cette base, elle fait 736 hectares et il y a 2800 personnes présentes. C'est 130 A400M et les fameux CPA 10 et 30 qui sont les commandos parachutistes de l'air peuvent faire des missions offensives ou des missions de récupération de pilotes par exemple. Ce que l'on sait moins sur cette base d'Orléans, qui a été créée en 1933, c'est qu'au début, c'était pour des essais de matériel. La Lufthansa et l'armée américaine s'y sont installés, mais en octobre 1945, sur la base d'Orléans, qui est actuellement notre grande base de transport, c'est là que le premier avion à réaction français a décollé, le SO-6000 Triton. C'était le 11 novembre 1946. Et le 9 mai 1950, c'est là où le premier SOM2 a passé 1000 km/h. Donc c'est la base de tous les records pour le début de l'aviation française. Et en 1953, elle s'est spécialisée dans le transport de troupes, notamment vers l'Indochine, vers l'Algérie, parce que c'était des années extrêmement denses pour le transport et les armées françaises. Pour en revenir aux Touraine, le 1-61, 61e escadre, d'abord il a été équipé de C-160, c'est le tout premier à avoir des C-160 Transal, qui remplaçait en novembre 67 le Nord Atlas. C'est un escadron qui a été mis en sommeil en 2012 et qui a été réactivé en 2014 avec la 400M. Et c'était quand même le premier escadron au monde à le mettre en œuvre. Pour la petite histoire, ils sont les descendants d'une escadrille de bombardement en 1913. Voilà,
Maintenant qu'on a développé notre culture générale, on va essayer de développer notre sens de l'air, mais au sol. Dans un exercice comme Pitch Black, vous envoyez de nombreux avions. L'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle des Komao. Les Komao sont des gros exercices où vous avez en gros la mission des bleus qui va s'affronter à la mission des rouges. Et les rouges sont souvent keufés. Ils ont des contraintes, on va leur dire tu simules J-10, tu simules Sukhoi 27, tu simules Rafale et tu simules par exemple des capacités Fox 1. Donc il faut que tu restes accroché sur la cible pour pouvoir tirer, ou alors tu es Fox 3 et tu simules ton propre avion. Et donc on va venir mettre en place deux scénarios avec d'un côté le monde des bleus qui sont les gentils à entraîner, de l'autre côté les rouges qui vont entraîner les bleus, mais également essayer de s'entraîner un petit peu, mais sans faire leur tactique classique, ça dépend. Donc ils ont des contraintes supplémentaires. Notre A400M du jour, il fait partie du package rouge. Et il va devoir faire une navigation basse altitude et simuler du largage de parachutistes. Pour ce faire, il va prendre des personnels à bord qui vont pouvoir profiter du vol, qui en partie sera rampe ouverte, donc ça va être très sympa pour eux de faire du vol basse altitude au-dessus du désert australien. La préparation de mission a lieu la veille au soir. C'est le dernier vol pour les Français. Dans ce cadre-là, la préparation n'est pas trop longue. Des fois, ça peut durer extrêmement longtemps. Là, c'est plutôt assez court. Le lendemain matin, tout le monde est ramassé, tout le monde va au briefing. Vous avez le mass briefing, ça briefe pour tout le monde au niveau des raids. Après, ça briefe au niveau des équipages et ça part à l'avion. Notre vol décolle à 8h37. Ce sera le 5e et dernier vol avant un départ prévu le 3 août pour continuer Pégase 24. À bord, on a 3 pilotes, 4 mécaniciens navigants, 28 membres de l'armée de l'air et de l'espace et de la Royal Australian Air Force. Leur vol, comme on l'a dit, préparation 3 heures, à 22 heures officiellement au lit, levé aux alentours des 5 heures locales et derrière briefing raid à 6 heures. 8h37, décollage, ça monte vers la haute altitude avant de descendre vers la basse altitude pour simuler cette pénétration de la part du raid et aller atteindre des points où il y aurait effectivement du largage de parachutistes. Les bouts de leur côté doivent probablement défendre l'Australie, défendre leur zone et empêcher les parachutistes d'être largués. Ils reviennent après 3h30 de vol, le commandant de bord est en place droite, il est pilot flying. On va s'arrêter un tout petit peu sur notre équipage. Le commandant de bord a 33 ans, un âge très connu. Il est package leader, donc chef de dispositif version transport, également instructeur. Il a fini l'école d'aviation de transport en 2016, donc ça fait déjà 8 ans. Il a 2962 heures de vol et accrochez-vous bien, 2506 heures d'A400M, donc c'est un bébé A400M si je puis dire. Par contre, il a 109 heures de vol dans le semestre et que 3 heures dans les 30 derniers jours. Son copilote a 26 ans, il est Pilot in Command Under Supervision, ce qui commence à bien monter dans les qualifs. Donc il est copilote opérationnel et il a été macaronné, lui, à l'école espagnole de transport en 2020. Il a 1265 heures de vol, dont 1000 sur A400M. Donc là, ces chiffres-là, encore une fois, nous permettent de savoir que c'est un bébé A400M. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'a pas connu d'autres types d'avions tactiques de transport avant de passer sur A400M. C'est un pur produit de la machine. Lui a 235 heures dans le semestre, donc plus de 2 fois plus que son commandant de bord, et 38 heures dans les 30 derniers jours. Donc il a dû beaucoup plus participer à Pégase, là où le commandant de bord, lui, a soit été en mise en place, soit voilà, n'a pas piloté directement. Juste pour la petite histoire, là on est le 1er août, le 24 juillet, il y a un Eurofighter Typhoon, un EF2000 italien qui a été perdu lors de l'exercice Pitch Black. Il y a eu une éjection réelle, c'était quelques jours, une semaine avant. Et pour ce qui est des A400M, on a déjà eu de la collision au sol, c'était le 22 juillet, avec un A400M qui a été percuté par un CC-150T Polaris, un Canadien, à Guam. Et vous connaissez forcément la réponse des Américains. Notre chef de soute, lui, il a 31 ans. Il a 2263 heures de vol, dont 2162 sur A400M. Donc là, clairement, on a un équipage 100% A400M. Et dans les 30 derniers jours, il a 35 heures. La machine, elle a des moteurs tout neufs, 380 heures de vol. À la fin du vol, ils sont à 99,4 tonnes. Ils ont un centre de gravité à 32%, ce qui est complètement normal. Et quand ils sont partis, ils avaient 29,6 tonnes de F34 de pétrole. Ils ont délesté, ils ont consommé en fait 12,8 tonnes. Ce qui est intéressant comme information, ça nous dit qu'ils ont consommé 17 tonnes en 3 heures. La météo, 28 degrés, il fait beau. On a un vent du 0,70 pour 12 nœuds. On est inférieur aux limitations de vent arrière qui sont maximum de 22 nœuds pour une marche arrière, donc il n'y a aucun souci. Une fois qu'ils sont posés et qu'ils ont dégagé la piste, ils commencent leur roulage retour. Comme je vous l'ai dit,
On a fait un peu de forcing pour avoir une place de parking à Darwin. Sinon, c'était à Amberley, c'était à plus de 3 heures de vol et exit la tactique. Pendant le roulage, ils demandent à rejoindre leur taxiway où ils vont faire leur marche arrière. Et là, le contrôle a l'air de ne pas être sûr. Le contrôle, il a un plan de roulage, un plan de parking et il ne comprend pas. Donc le contrôleur, il fait remonter. On aime bien dire dans l'armée, c'est fix or elevate. Soit tu peux gérer la problématique à ton niveau, soit tu rends compte. Et généralement, tu es censé gérer à ton niveau 90% des choses et avoir 10% à elevater. Mais en cas de doute, on fait remonter. Et après un petit peu d'attente, ils peuvent reprendre le roulage et aller vers le point qu'ils ont utilisé, ce taxiway golf qu'ils ont utilisé depuis plusieurs jours. Il faut savoir que ce taxiway golf, il est en pente de 0,9%. La 400M s'oriente, a des limitations pour ce qui est de sa marche arrière. C'est ce qu'on appelle du power back, donc la puissance en arrière. Il faut que les volets soient rentrés. Il ne faut surtout pas utiliser les freins, sinon vous allez faire ça. Vous avez droit à 2 minutes maximum de marche arrière et après il faut attendre un quart d'heure moteur plein réduit avant de refaire de la marche arrière à cause de l'élévation des températures au niveau de vos moteurs. Il vous faut moins de 22 nœuds de vent. Il faut utiliser tous les moteurs en même temps. Vous ne faites pas de la marche arrière qu'avec deux moteurs. Il faut faire moins de 131,4 tonnes. Et il faut que votre loadmaster à l'arrière se mette mi-rampe parce que s'il va à l'arrière de la rampe, il y a du flux d'air chaud et ce n'est pas une situation d'avenir pour lui. Donc ça, c'est la procédure powerback. Vous doutez bien qu'avec une telle procédure, l'armée de l'air et de l'espace a mis en place un programme de formation très spécifique pour bien travailler la coordination, le CRM comme on dit dans l'aviation de ligne, entre l'équipage place avant et le loadmaster qui est le seul à avoir quelque chose à l'arrière. Et bien en fait non. Et c'est ce que le rapport va nous montrer. Pas du tout. Et pendant votre QT, vous allez faire, à l'époque, je pense qu'ils ont changé depuis, on apprend de nos erreurs dans l'aviation, et là il n'y a pas mort d'homme heureusement, vous allez apprendre en fait, pendant la QT avant, à faire cette marche arrière, à passer la procédure au simulateur sans liaison avec le loadmaster, qui fait quand même tout le charme de la procédure. Juste, je suis un peu cynique, mais imaginez, vous avez une machine de 130 tonnes qui vaut 140 millions d'euros, et vous allez faire une marche arrière sans rien voir derrière. Enfin, nous, on faisait ça dans la marine, on se faisait pousser en super étendard, mais il y avait des mécanos de partout. Et là, on est dans un cas, vous allez voir, où en plus, il n'y a même pas de pistard. Donc forcément, ce qui devait arriver va arriver. Alors qu'ils sont en train de reculer, entre-temps, les Allemands, qui ont une compréhension différente du plan de roulage, ont apporté un groupe d'éclairage externe qui fait 3,3 mètres de haut. Ce groupe est posé au niveau de la place de parking et alors qu'ils font la marche arrière avec la 400M, le moteur 1 vient percuter avec ses pales ce groupe qui n'a pas été vu par le loadmaster, qui je vous rappelle est milieu de piste et qui lui est omnibilé par la ligne centrale pour guider le mieux possible son pilote qui agit sur une roulette donnée qui est à une trentaine de mètres de lui. Donc forcément c'est compliqué. Les deux autres loadmasters, ils n'ont pas de tâche à ce moment-là et ils n'aident pas. Et donc là, c'est très intéressant de voir comment la tunnelisation mentale, et là c'est obligatoire du fait de la procédure, amène à cet événement, car au moment de la marche arrière, il fait à peu près ça. Le pilier d'éclairage fait à peu près 2 cm, donc c'est illusoire de croire qu'à midi local, avec un soleil bien vertical et pas d'ombre, vous allez réussir à le détecter. Donc alors qu'ils sont en train de faire la marche arrière, paf, ça tape. Les 8 pales sont détruites, ça envoie des morceaux partout, forte vibration moteur. Par réflexe, le pilote qui avait pourtant briefé « on ne touche pas aux freins, c'est humain », appuie sur les freins. Le bestiau se lève, ça monte 8 degrés de cabré, la rampe à l'arrière touche et s'abîme, ça redescend. Ils avaient fait 10 mètres depuis la collision, il ravance, il remet les manettes un peu vers l'avant, il ravance sur 10 mètres, il s'arrête, il coupe les moteurs qui vibrent, après il coupe les moteurs de l'autre côté, et là, on souffle un coup, très bonne décision du commandant de bord. Il laisse tout le monde à bord pour l'instant, il descend, il observe, il va voir ce qui se passe et il décide de faire évacuer les gens par la porte avant gauche. Il y a des morceaux de pales qui ont été projetés à plus de 100 mètres. Et ce qui a quand même amené aussi à l'accident, le fait qu'il n'y ait pas de pistard, qu'il n'y ait pas de personnel au sol de l'armée française qui accompagne ou même de l'armée australienne qui accompagne, bien fait que d'un autre côté, il n'y avait personne à blesser. Parce que s'il y avait eu du personnel autour, se prendre un morceau de pale d'A400M, je pense que vous en relevez pas. Alors, que nous dit le rapport, qui est très intéressant? 1. Il y a une non-détection du groupe d'éclairage. Il fait 2 cm au début du roulage, il n'y a pas d'ombre, il est extrêmement dur à voir. En 2, il y a près de 200 mètres à faire en marche arrière. 200 mètres à faire en marche arrière en 2 minutes. Donc vous avez une pression temporelle pour faire votre marche arrière. Il y a environ 25 mètres, je lui ai dit 34, mais il y a environ 25 mètres entre le loadmaster et la roulette de nez.
Et donc forcément, il y a déjà un biais d'habitude qui est, ça fait plusieurs missions qu'on se pose ici, on sait faire notre marche arrière là. Il y a le fait que c'est la dernière mission, on est détendu, ça y est, on a réussi, tout s'est bien passé. On a le fait également que dans la procédure, dans la documentation, dans la checklist de Powerback soit dans les procédures normales, ce qui banalise en fait ce type de procédure et ce qui vous ne fait pas percevoir le danger. Prêt à parier également que quand Airbus a créé cette procédure, il ne s'attendait pas à voir des A400M faire des marches arrière de 200 mètres la tête en bas en Australie. La tête en bas, c'est une blague. Également mis en avant par le rapport le fait que la formation n'a lieu qu'une seule fois au simulateur sans Loadmaster et qu'après derrière, vous n'avez pas à la refaire, qu'il n'y a pas de maintien de compétences, il n'y a pas de currency à avoir sur cette manip. Ensuite, derrière le fait qu'il n'y ait pas de personnel d'accueil qui est devenu une habitude qui peut être dangereuse en fait pour ce type d'escadron. Et ensuite, un gros problème de coordination au niveau des places de parking. Parce qu'entre les Allemands, les Australiens et les Français, en fait, personne n'avait compris qui devait faire quoi. Les Allemands pensaient que l'A400M dans la matinée allait être tracté pour aller sur un autre poste d'attente. Les Australiens, eux, pensaient une autre version et les Français pensaient qu'ils allaient retourner dans leur place de parking. Dans les points intéressants qui peuvent vous être utiles dans la vie de tous les jours si vous êtes pilote, il n'y a pas eu de déclaration de panne au sol de la part de l'équipage. Et ça, c'est un point qu'on voit souvent. Le pilote pense à déclarer une panne quand il est en vol, oublie généralement de déclarer une panne quand il est au sol. Ce qui se fait que toute la chaîne de soutien et de réaction ne déclenche pas initialement, puisqu'on ne sait pas, la tour ne sait pas que vous avez eu un problème. Et c'est grâce à des coups de fil venant d'autres personnes qui ont vu de la fumée, du bruit et tout, qu'en fait le sol, la base, va savoir qu'il y a un problème. Il y a quand même, et ça j'apprécie beaucoup dans le rapport du BEA, et un petit mot pour les Australiens qui pourrait peut-être s'améliorer un petit peu au niveau du plan de parking. Alors au final, moi ce qui me marque le plus dans cette histoire, c'est que sur un avion à 135 millions de dollars, on n'a pas une caméra de recul alors qu'on peut faire de la marche arrière. Et c'est là encore une fois, je pense, une leçon intéressante qui est qu'on a certains biais. Je suis sûr que si je vous prends dans la rue, qu'on discute et que je vous dis à ton avis, est-ce que le A400M qui a une procédure de marche arrière, il a une caméra de recul, vous allez me dire, bah, ça me paraît évident, oui, on en a même dans les avions de ligne. Et en fait, c'est là souvent qu'on a un biais intéressant, qui est le biais que la technologie existante, on croit qu'elle est disponible dans les forces. Je crois que parce qu'avec mon téléphone, ça capte partout, je peux faire des vidéos des caméras, que dans les forces, en unité opérationnelle, ils ont le même niveau de technologie. Mais il y a toujours un délai assez long, entre ce qui existe dans le civil et ce qu'on a en unité opérationnelle. Et un autre délai encore plus long entre ce qui existe en fait, dans l'armée et ce qui est vraiment présent de manière continue en unité opérationnelle. Et sur cette chaîne, on attire souvent votre attention sur le fait qu'il y a une énorme différence entre les PowerPoint ou ce que les lobbyistes mettent en avant et la réalité opérationnelle du terrain. Parce que je pense que si vous dites qu'en 2024, après avoir projeté un A400M à 135 millions de dollars à l'autre bout du monde, on le perd. Il a été réparé depuis, hein, mais on le perd sur plusieurs semaines et on perd un moteur quand même, hein, ça qui coûte son prix, à cause d'une marche arrière où il n'y a personne au sol pour surveiller autour et où les équipages n'ont pas des caméras, par exemple en bout d'aile pour aider à la marche arrière, alors que l'on sait que dans l'aviation de transport, il y a des centaines de millions de dommages par an dans l'aviation de ligne à cause des problèmes au roulage et qu'on a eu un A400M touché au sol par un Polaris à Guam, donc c'est quand même sur un autre Pégase, on a eu exactement le même problème. On se dit on pourrait peut-être améliorer les choses ou réfléchir différemment à comment protéger nos avions dans le moment où ils sont le plus vulnérables au sol. Donc on verra si avec le temps les procédures évoluent, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que nos avions sont réfléchis tactiquement et par des ingénieurs très compétents pour exceller dans les airs, mais qu'une fois au sol, pour ce qui est de leur protection, pour ce qui est de leur emploi, eh bien, on n'est pas du tout dans leur sphère et dans leur domaine de confort. Et donc, comme disent les Américains, half the speed, twice the caution. C'est ce qu'on nous briefe pour du vol de nuit. On fait tout à la moitié de la vitesse du vol de jour et avec 2 fois plus de caution, d'attention. Et je pense que quand on fait de la marche arrière avec un Bessiou de 100 tonnes avec toutes les personnes à bord, je pense que ça devrait même être 1/10 de la speed et 10 fois plus de caution. Et ce qui est dommage au final, c'est de voir que sur un équipage et un avion, où vous avez près d'une quarantaine de personnes, au final, il y a le commandant de bord qui est en train de se battre avec son palonnier et vous avez le loadmaster qui est en train d'essayer de guider et que les autres, c'est normal, c'est prévu comme ça, c'est la procédure, mais on est là pour essayer de faire évoluer les choses, ils sont sacs de sable. Ce qui est extrêmement bien, c'est que aucune personne n'a été blessée. Imaginez si un morceau de pale était rentré dans la carlingue et avait découpé un crâne, ça aurait été beaucoup moins drôle. Et j'aurais pas pu faire une vidéo avec un ton aussi léger, vous vous doutez bien.
Au final, cette vidéo nous permet de nous rendre compte que toute armée française très professionnelle que nous sommes, on peut également faire des erreurs, que tout le monde en fait. Et, accrochez-vous bien, est-ce que ce genre de cabré, à votre avis, a déjà été fait par les chasseurs? Eh bien oui, j'ai eu la chance, je sais pas si c'est une chance, d'en voir un sur le Charles de Gaulle alors que j'étais à la passerelle Avia, j'étais directeur des vols. On a un Rafale qui arrive, qui se pose, enfin qui apponte, retenu par le brin, marche arrière, et alors qu'il fait la marche arrière, il freine. Et en fait, une fois que vous êtes posé, vous venez mettre en tension le brin. Après, derrière, il tire sur le cap, ce qui vous fait reculer un petit peu. Et à ce moment-là, vous rentrez la crosse et après, hop, vous repartez, vous roulez. Et là, en fait, c'est un jeune pilote. Marche arrière, ça part en avant, ça part en arrière, tac, tac, tac. Et là, en fait, le pilote a freiné. Et en freinant, ça freine au niveau du train principal. On a vu le Rafale qui a fait ouh, paf. Alors, il y a plus de marge au niveau de l'arrière que sur un A400M. Et puis le train du Rafale Marine est quand même fait pour encaisser, donc ça n'a pas eu les mêmes conséquences. Mais c'est intéressant de voir que c'est une leçon qu'on a eue sur Rafale Marine. Je suis sûr dont ils n'ont jamais entendu parler sur A400M. Et qu'on voit que cet été en 2025, sur un meeting aérien, A400M a fait la même erreur, à savoir freiner en marche arrière. Une fois, ok. 2 fois, il faudra quand même en discuter. On va terminer avec La Cité de la Peur, une référence en termes de culture de sécurité. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. À très vite en entreprise pour parler, pourquoi pas, culture de sécurité. L'aviation a beaucoup à nous apprendre et nous avons encore énormément à faire. Et ce qui est important, c'est de capitaliser sur le retour d'expérience des autres, ce qu'on a essayé de faire avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. On va reparler des A400M, je pense, parce qu'ils ont eu un petit gag lors des ravitaillements avec des hélicoptères. Et en plus, c'était juste à côté, au large. On fait se prendre un tuyau. Mais je vous rassure, encore une fois, tout va bien. Et n'ayez pas peur, ayez confiance dans vos militaires. C'est normal qu'il y ait des soucis. Et nous avons une énorme chance en France d'avoir une armée qui communique sur ses retours d'expérience pour faire progresser la sécurité de ses alliés, mais également de ses pilotes et de son industrie de défense, parce que nos avions ne voleraient pas sans des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans notre industrie de défense, qui nous permettent d'avoir l'outil de défense et de souveraineté dont nous disposons actuellement. C'est d'ailleurs toujours une grande joie d'intervenir pour la BITD. À très vite, pourquoi pas avec vos équipes, et d'ici là, fly safe.